Peu de femmes dans toute l'histoire médiévale ont possédé la richesse, l'ambition et l'influence politique d'Aliénor d'Aquitaine. Née dans l'une des dynasties les plus riches et les plus puissantes d'Europe, Aliénor hérita du vaste duché d'Aquitaine, alors qu'elle était encore une jeune fille, un héritage si immense qu'il fit d'elle l'un des partis les plus convoités de la chrétienté. Ses terres s'étendaient sur une grande partie du sud-ouest de la France, plus riche et culturellement plus dynamique que beaucoup de royaumes eux-mêmes, lui accordant un niveau d'indépendance presque inédit pour une femme de son époque. Elle allait devenir non pas une, mais 2 fois reine. D'abord, reine de France par son mariage avec Louis C de France, elle l'accompagna lors de la désastreuse deuxième croisade, avant d'annuler leur union lors de l'une des séparations les plus lourdes de conséquences de l'histoire européenne. Peu après, elle épousa le jeune et redoutable Henri II d'Angleterre, forgeant un empire qui s'étendait des frontières écossaises jusqu'aux Pyrénées. Grâce à cette union, Aliénor devint reine d'Angleterre et matriarche de ce qui allait devenir le puissant empire Plantagenet. Mais Aliénor était bien plus qu'une simple reine consort. À une époque où l'on attendait des femmes qu'elles soient décoratives, Aliénor fut une véritable force politique, gouvernant des terres, dirigeant des cours, façonnant la diplomatie et influençant la politique de succession à travers l'Europe. Son mariage avec Henri a contribué à consolider le pouvoir après le chaos de la période dite de l'anarchie, la brutale guerre civile qui avait déchiré le royaume pendant près de 2 décennies. Elle fut également la mère d'une dynastie extraordinaire, donnant naissance à certains des souverains les plus célèbres du Moyen-Âge, y compris Richard Ier d'Angleterre, le légendaire Cœur de Lion, et Jean, le roi d'Angleterre, dont le règne désastreux mènerait finalement à la signature de la Magna Carta. Sa lignée s'est répandue dans les maisons royales d'Europe, unissant les royaumes par le mariage, l'héritage et la guerre. Mais ce qui rendait Aliénor vraiment remarquable, c'était peut-être son refus de rester passive dans un monde conçu pour réduire les femmes au silence. Voici son histoire. Aliénor est née dans un monde de privilèges et d'attentes extraordinaires. Elle est née vers l'an 1122 en tant que fille aînée de Guillaume d'Ix, le duc d'Aquitaine. Par son père, Aliénor appartenait à l'une des plus anciennes et des plus illustres maisons nobles d'Europe, une dynastie dont les racines s'enfonçaient profondément dans le paysage politique fracturé de la France post-carolingienne. Elle est généralement considérée comme une descendante de Charlemagne. Son grand-père, Guillaume IX, était l'un des hommes les plus fascinants et controversés de son époque, un duc guerrier. Il était célèbre pour ses liaisons scandaleuses et son caractère rebelle. Il semble qu'Aliénor ait hérité de lui de bien plus que son sang. Elle a hérité d'un héritage d'indépendance, de raffinement, de caractère et d'un esprit de défi qui allait plus tard définir sa propre vie. L'Aquitaine elle-même n'était pas un héritage ordinaire. Elle était vaste, riche et culturellement distincte des paysages plus froids et plus rigides du nord de la France. Ses cours étaient réputés pour leur raffinement, leur musique, leur poésie et leur érudition. À bien des égards, l'Aquitaine donnait l'impression d'être un monde à part, plus chaleureux, plus riche et plus cosmopolite. Être la duchesse d'Aquitaine, c'était posséder des terres qui rivalisaient avec celles des rois en richesse et en influence. La mère d'Aliénor est morte alors qu'elle était encore jeune, et une grande partie de son éducation précoce s'est probablement déroulée sous la surveillance attentive de la cour de son père. Contrairement à beaucoup de jeunes filles nobles de l'époque, Aliénor semble avoir reçu une éducation exceptionnellement vaste. Elle a presque certainement appris le latin, reçu une instruction religieuse, la gestion d'un foyer et les coutumes attendues d'une dame de haute naissance. Mais elle a également grandi dans un environnement imprégné de littérature, de diplomatie et de culture aristocratique. Elle aurait grandi en entendant des chansons d'amour, de guerre et de chevalerie, entourée de clercs, de poètes, de nobles et de chevaliers. La tragédie et la fortune sont arrivées main dans la main alors qu'Aliénor était encore au début de son adolescence. En l'an 1137, son père mourut soudainement, probablement d'une maladie. Sa mort transforma Aliénor du jour au lendemain, passant du statut de fille de noble à celui d'héritière la plus convoitée d'Europe. À peine âgée de 15 ans, elle hérita du duché d'Aquitaine et du comté de Bontieu, devenant ainsi l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes de la chrétienté. Sa position était à la fois enviable et dangereuse.
Une jeune héritière non mariée, régnant sur d'aussi vastes terres, représentait un enjeu politique inestimable pour quiconque. Le roi de France agit rapidement. En quelques mois, Aliénor fut mariée à son fils, le futur roi Louis VII de France. Lorsqu'Aliénor épousa le jeune prince à l'été 1137, il ne s'agissait pas simplement d'un mariage royal, mais d'un événement politique qui bouleversa l'équilibre des pouvoirs en Europe occidentale. Reconnaissant le danger de laisser un tel héritage tomber entre les mains de rivaux, le roi Louis VI de France ne perdit pas de temps pour faire entrer Aliénor dans sa dynastie. Avant la fin de l'année, la jeune duchesse était devenue la reine de France. Quelques jours après le mariage, Louis VI mourut, et les jeunes mariés furent soudainement élevés à la plus haute fonction du royaume. Mais si Aliénor avait été façonnée par les cours vibrantes et sophistiquées d'Aquitaine, la cour française était un tout autre monde. Elle était plus froide à tous égards, moins joyeuse, plus rigide, imprégnée de piété et de cérémonial du Nord. Louis lui-même était un jeune homme profondément dévot et sérieux, destiné à l'origine à une vie ecclésiastique avant la mort de son frère aîné qui l'a propulsé dans la ligne de succession. Il était introspectif, austère et parfois d'un sérieux douloureux. Aliénor, en revanche, était intelligente, vive, politiquement avertie et habituée au raffinement, ainsi qu'à la liberté relative du Sud. Dès le début, le mariage fut une union d'opposés. Couronnée reine, Aliénor n'était pas un simple ornement passif. Elle s'imposa rapidement comme une présence dominante à la cour, apportant avec elle la richesse culturelle de l'Aquitaine. Poète, musicien, manières et goûts inconnus de beaucoup dans le nord de la France. Elle était admirée, objet de commérage et parfois vue avec rancœur. Sa beauté et sa richesse seules la rendaient impossible à ignorer. Sa confiance la rendait encore plus difficile à contenir. En l'an 1145, des événements survenus en Orient changèrent le cours de sa vie. La nouvelle arriva que la ville chrétienne d'Édesse était tombée aux mains des forces musulmanes, ce qui choqua la chrétienté latine et poussa Eugène III à lancer un nouvel appel à la croisade. Animé par la ferveur religieuse et peut-être par un désir de gloire, Louis VII prit la croix. Fait remarquable, Aliénor fit de même. C'était une décision extraordinaire. Les reines médiévales n'accompagnaient pas habituellement les armées à travers les continents dans des zones de guerre. Pourtant, Aliénor n'était pas une reine ordinaire. En l'an 1147, elle partit pour la Terre Sainte aux côtés de son mari, accompagnée d'une suite venue d'Aquitaine. Cependant, la deuxième croisade s'avérerait désastreuse. L'armée française subit des pertes catastrophiques en traversant l'Anatolie, affaiblie par un mauvais commandement, des échecs logistiques et des attaques incessantes. La faim, l'épuisement et le chaos ont ravagé l'expédition. Lors de la traversée désastreuse du mont Cadmus, de nombreux soldats furent massacrés après que l'avant-garde se soit séparée du gros des troupes. Louis fut largement critiqué pour son indécision et son manque de capacité militaire. Aliénor, quant à elle, se sentit de plus en plus désabusée, non seulement par la croisade, mais aussi par son mari. Lorsque le cortège royal arriva enfin à Antioche, Aliénor retrouva son oncle charismatique, Raymond, le prince d'Antioche. Raymond était tout ce que Louis n'était pas. Mondain, guerrier, politiquement ambitieux et à l'aise avec les dures réalités de la guerre aux frontières. Il sollicita le soutien d'Aliénor pour ses campagnes contre les forces musulmanes dans le nord de la Syrie, mais Louis, déterminé à poursuivre vers Jérusalem, refusa. Ce qui suivit devint l'un des grands scandales de l'époque. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles Aliénor et Raymond étaient redevenus trop proches, laissant entendre une liaison adultère et incestueuse entre eux. Il est impossible de savoir si ces accusations avaient un fond de vérité. Les chroniqueurs médiévaux n'hésitaient pas à utiliser l'insinuation contre les femmes puissantes, mais le mal était fait. La relation d'Aliénor avec Louis se détériora rapidement, empoisonnée par la déception mutuelle, les désaccords politiques et une haine personnelle grandissante. À leur retour en France, le mariage était pratiquement mort. Ils n'avaient eu que 2 filles et aucun héritier mâle survivant, ce qui représentait un grave problème dynastique pour la monarchie française. En 1152, après des années de tensions croissantes,
Leur mariage fut officiellement annulé pour cause de consanguinité, un fait qu'ils connaissèrent depuis le début. Quelques semaines seulement après l'annulation de son mariage avec Louis C de France, Aliénor prit la décision qui allait modifier de façon permanente la carte politique de l'Europe. En mai 1152, elle épousa le jeune et farouchement ambitieux Henri II d'Angleterre, alors encore duc de Normandie, et comte d'Anjou, un homme de près de 10 ans, son cadet. C'était un geste d'une audace stupéfiante. Aliénor venait à peine d'échapper à un mariage royal et était de nouveau l'une des héritières les plus convoitées de la chrétienté. Son héritage restait intact, l'Aquitaine lui appartenait toujours, et cela s'accompagnait d'une immense richesse, d'un territoire stratégique et d'un poids politique considérable. Tout homme qui épousait Aliénor ne gagnait pas seulement une épouse, mais aussi l'accès à l'un des plus grands territoires d'Europe. Henri l'avait compris mieux que quiconque. Cette union était politiquement explosive. Grâce à Henri, les terres d'Aliénor étaient désormais réunies à la Normandie, à l'Anjou et à d'autres possessions continentales, créant ainsi un bloc de puissance qui éclipsait les domaines contrôlés directement par la couronne française. Le roi de France ne pouvait qu'observer, incrédule, tandis que son ancienne reine aidait à renforcer le pouvoir de celui qui était devenu son adversaire le plus dangereux. Au moment de leur mariage, l'Angleterre elle-même était encore sous le choc de près de 2 décennies de chaos. Le royaume avait été déchiré par l'anarchie, une guerre civile brutale déclenchée après la mort d'Henri Ier d'Angleterre en 1135. Avec son seul fils légitime mort dans la catastrophe de la Blanche-Nef, Henri Ier avait désigné sa fille, l'impératrice Mathilde, comme héritière. Pourtant, à la mort d'Henri Ier, son cousin Étienne s'empara du trône, plongeant l'Angleterre dans des années d'instabilité, de loyauté changeante et d'opportunisme. Henri était le fils de Mathilde. En épousant Henri, Aliénor a considérablement renforcé sa position financière et territoriale à un moment crucial. L'Aquitaine apportait non seulement du prestige, mais aussi les ressources et la légitimité nécessaires pour renforcer sa revendication grandissante. En l'an 1153, après des années d'épuisement et d'effusion de sang, un accord fut enfin trouvé. Selon le traité de Wallingford, le roi Étienne accepta de reconnaître Henri comme son héritier, déshéritant ainsi son propre fils au profit de la lignée de Mathilde. Lorsqu'Étienne mourut l'année suivante, Henri monta sur le trône en tant que roi d'Angleterre et Aliénor devint la reine d'Angleterre. Au début, le mariage semblait être une alliance redoutable. Henri était brillant et infatigable. Aliénor avait de l'expérience politique, était riche en son propre nom et n'était pas étrangère au rouage du pouvoir. Elle donna à Henri 8 enfants, assurant la dynastie avec un succès remarquable. Certains allaient devenir rois et reines, marquant l'Europe médiévale. Richard Ier d'Angleterre, plus tard immortalisé sous le nom de Richard Cœur de Lion, Jean, roi d'Angleterre, dont le règne troublé aboutirait à la Magna Carta, ainsi que des filles qui ont épousé des membres des maisons royales de Castille, de Sicile et de Saxe. Pourtant, même dans ses premières années de triomphe apparent, des fissures avaient commencé à apparaître. Henri n'était pas un homme enclin à partager le pouvoir facilement, et Aliénor n'était pas une femme portée à une obéissance docile. Elle avait été duchesse de son propre droit bien avant qu'Henri ne porte une couronne. Bien qu'elle ait soutenu son ascension et aidé à consolider les fondements de son règne, leur mariage allait finir par évoluer d'un partenariat à une rivalité. Pourtant, dans les années qui ont immédiatement suivi l'ascension d'Henri, Aliénor se trouvait au sommet du pouvoir féminin médiéval. Elle n'était pas seulement la reine d'Angleterre, mais aussi l'une des figures majeures d'un système politique couvrant une grande partie de l'Europe occidentale. Une reine, une duchesse, une architecte dynastique et la mère d'une génération de souverains. Son mariage avec Henri II avait accompli ce que peu d'unions dans l'histoire avaient réussi à faire. Il a contribué à mettre fin à la guerre civile en Angleterre, à stabiliser un royaume fracturé et à forger une puissance transcontinentale qui allait dominer la politique européenne pendant des décennies. Mais comme Aliénor allait bientôt l'apprendre, bâtir un empire était bien plus facile que de maintenir l'unité de la famille qui le dirigeait. Au début des années 1170, le mariage avait commencé à s'effondrer. Henri, comme son ancêtre Guillaume le Conquérant, refusait de partager le moindre pouvoir avec sa famille.
Ce défaut devint plus dangereux à mesure que ses fils devenaient adultes. En l'an 1170, Henri couronna son fils aîné survivant, Henri le jeune roi, comme co-roi dans le but d'assurer la succession. Pourtant, le titre s'est avéré en grande partie cérémoniel. Bien qu'il ait reçu une couronne, le jeune roi n'a obtenu que peu de véritable autorité, aucune base de pouvoir indépendante et peu de responsabilités significatives. Ses jeunes frères, Richard Ier d'Angleterre et Geoffroy II, duc de Bretagne, étaient tout aussi frustrés, chacun désireux d'obtenir des terres, des titres et la reconnaissance d'un père peu enclin à relâcher son emprise sur le pouvoir. Au centre de ce mécontentement grandissant se trouvait Aliénor elle-même. À ce stade, le mariage s'était depuis longtemps détérioré. Les infidélités répétées d'Henri l'avaient profondément humilié. Il est impossible de savoir si le couple s'aimait vraiment, mais toute affection qui avait pu exister entre eux s'était clairement transformée en amertume et en méfiance. Il y avait aussi des intérêts politiques en jeu. L'Aquitaine n'était pas simplement une possession qu'Henri avait acquise par mariage, mais l'héritage d'Aliénor est le fondement de son pouvoir. Depuis longtemps, Aliénor voyait son fils Richard comme l'héritier légitime de l'Aquitaine, et à mesure qu'Henri renforçait son autorité sur la famille et l'Empire, Aliénor se rangeait de plus en plus du côté de ses fils, plutôt qu'avec son mari. En l'an 1173, les tensions éclatèrent finalement en une rébellion ouverte. Leur fils, Henri le jeune roi, furieux du refus de son père de lui accorder un véritable pouvoir, s'enfuit à la cour de Louis VII de France. L'ancien mari d'Aliénor, qui était plus qu'heureux d'exploiter les divisions au sein de la dynastie Plantagenète. Bientôt, Richard et Geoffroy rejoignirent leur frère aîné, et ensemble, les propres fils d'Henri se retournèrent contre lui lors de l'une des révoltes dynastiques les plus extraordinaires du Moyen-Âge. Ce qui avait commencé comme une dispute familiale s'est rapidement transformé en une crise politique plus large. Des nobles mécontents à travers l'Angleterre, la Normandie, la Bretagne et l'Anjou se rallièrent à la cause du prince. Des souverains étrangers, dont les rois de France et d'Écosse, apportèrent leur soutien. Pendant un moment, il sembla possible que l'Empire lui-même se fracture sous la pression. Aliénor non plus n'était pas une simple spectatrice de ces événements. Bien que certains chroniqueurs médiévaux aient cherché à minimiser ou à présenter son implication comme scandaleuse, il est clair qu'elle a activement soutenu la rébellion de son fils. Que ce soit par calcul politique, par loyauté maternelle ou à cause d'années de ressentiment accumulés envers Henri, elle s'est résolument placée en opposition à son roi. À un certain moment pendant la révolte, Aliénor a tenté de quitter le pays, probablement dans l'intention de rejoindre ses fils ou de renforcer leur cause plus directement. Selon la tradition ultérieure, elle s'est déguisée en homme pour éviter d'être reconnue. On ignore si ce détail est réel ou un embellissement ultérieur. Quoi qu'il en soit, elle a été interceptée par les hommes d'Henri avant même de pouvoir s'échapper et a été placée en détention. Henri allait bientôt écraser la rébellion. Son fils et héritier, Henri le jeune roi, est mort de la dysenterie pendant la campagne, même si Henri se réconcilia ensuite, du moins en apparence, avec ses autres fils. Aliénor, cependant, ne reçut aucune clémence. Ses actions avaient franchi un seuil impardonnable. Elle ne s'était pas simplement disputée avec son mari, mais avait activement soutenu une révolte armée contre le roi. Henri pouvait aussi lui reprocher la mort de leur fils aîné. À partir de l'année 1173, Aliénor allait passer environ 16 ans en captivité. Il ne s'agissait pas d'un emprisonnement au sens où elle aurait été jetée dans un cachot. Aliénor restait une reine d'une immense stature et sa détention était confortable. Elle était logée dans diverses résidences royales à travers l'Angleterre, autorisée à avoir des domestiques à son service, à avoir des livres, de beaux vêtements, et elle était même autorisée à faire quelques apparitions à la cour lors des grandes fêtes religieuses ou des cérémonies. Les raisons d'Henri étaient pratiques et personnelles. Aliénor était bien trop puissante pour être laissée en liberté. En tant que duchesse d'Aquitaine et mère d'héritiers rebelles, elle restait un symbole politique puissant et une véritable menace. Ainsi, pendant 16 longues années, la femme la plus puissante d'Europe devint une prisonnière royale. Pourtant, l'histoire d'Aliénor ne s'est pas arrêtée là. Elle a enduré l'humiliation, la captivité et la défaite politique, mais elle a survécu à tous. Mais surtout,
elle a survécu à Henri lui-même. Lorsque Henri II d'Angleterre est mort en 1189, les longues années de captivité d'Aliénor ont enfin pris fin. Aliénor a été libérée par son fils, Richard Ier d'Angleterre, qui a enfin hérité du trône. Pour Aliénor, désormais à la fin de la soixantaine, la liberté n'était pas le début de la retraite, mais le début d'un dernier et remarquable retour au pouvoir. Richard a été couronné roi en septembre de l'année 1189, mais l'Angleterre n'était jamais destinée à être le centre de son règne. Guerrier avant tout, il se préparait déjà à partir pour la troisième croisade, déterminé à reprendre Jérusalem après sa chute aux mains de Saladin. Avant de partir, Richard confia une grande partie de la stabilité du royaume à sa mère, sachant que peu de personnes en Europe possédaient son expérience politique, son autorité ou sa légitimité dynastique. Elle parcourut l'Angleterre et les territoires continentaux, assurant la loyauté envers le règne de Richard et supervisant les affaires politiques, et aidant à maintenir l'ordre dans un royaume éprouvé par l'énorme fardeau financier des croisades. Richard avait levé des sommes extraordinaires pour son expédition, vendant des charges, des terres et des privilèges pour financer la campagne, laissant Aliénor et ses ministres gérer les conséquences. Son rôle devint encore plus crucial pendant la longue absence de Richard. Son jeune frère Jean, ambitieux et profondément peu fiable, commença à manœuvrer pour obtenir plus d'influence pendant que Richard était à l'étranger. Aliénor travailla avec soin pour contenir les ambitions de Jean et préserver la succession, consciente que la stabilité de la dynastie dépendait du maintien de la paix au sein de la famille afin d'éviter un nouveau conflit ouvert. En l'an 1192, une crise éclata lorsque Richard fut capturé sur le chemin du retour de la croisade par Léopold V, le duc d'Autriche, puis remis à Henri VI, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. La rançon exigée pour sa libération était colossale. À un âge où la plupart des souverains se seraient complètement retirés de la vie publique, Aliénor prit personnellement en charge la libération de son fils. Elle supervisa la levée des impôts, la collecte des trésors et les énormes efforts financiers nécessaires pour réunir la rançon. Son engagement ne s'arrêta pas là. Bien qu'elle ait plus de 70 ans, Aliénor voyagea personnellement à travers l'Europe pour remettre la rançon et négocier la libération de Richard, une entreprise extraordinaire qui témoignait à la fois de son endurance et de sa détermination politique. Richard fut finalement libéré en 1194 et retourna dans ses domaines, bien qu'il ait passé peu de temps en Angleterre par la suite, se concentrant plutôt sur la défense de ses territoires continentaux contre Philippe II de France. Même après le retour de Richard, Aliénor resta une présence influente, continuant à conseiller, à servir de médiatrice et à gérer les affaires dynastiques. Cependant, le règne de Richard prit bientôt fin brusquement en 1199, lorsqu'il fut mortellement blessé lors du siège du château de Châlus en France. Sa mort déclencha une nouvelle crise de succession, mais une fois de plus, Aliénor agit rapidement. Bien qu'elle fût désormais âgée, elle joua un rôle décisif pour assurer la succession de son plus jeune fils survivant, Jean. Aliénor passa ses dernières années dans un monastère. Elle mourut le 1er avril de l'année 1204, probablement à l'âge de 80 ou 82 ans. Elle fut enterrée à l'abbaye de Fontevraud aux côtés d'Henri II d'Angleterre et plus tard de Richard Cœur de Lion. Son effigie y subsiste encore aujourd'hui. L'héritage d'Aliénor est immense. Elle avait été duchesse d'Aquitaine, reine de France, reine d'Angleterre, participante à une croisade, mécène de la culture courtoise, mère de rois et de reines, et la matriarche de l'une des dynasties les plus puissantes de l'Europe médiévale. À travers ses enfants, sa lignée s'est répandue dans les maisons royales d'Angleterre, de France, de Castille, de Sicile, de Saxe et au-delà. Elle fut la mère de Richard Ier d'Angleterre, l'un des rois guerriers les plus célèbres de l'histoire, et de Jean, dont les échecs mèneraient finalement à la signature de la Magna Carta, l'un des documents fondateurs de l'histoire constitutionnelle anglaise. Mais au-delà de son héritage dynastique, elle reste une figure extrêmement rare pour son époque. Une femme qui a non seulement influencé le pouvoir, mais s'est souvent retrouvée en son centre. Elle n'était pas passive ni une reine ornementale. Elle a gouverné des terres, négocié des alliances, financé des armées, enduré l'emprisonnement, survécu à des rébellions,
et a survécu à presque tous ses grands contemporains. Peu de femmes dans l'histoire médiévale ont mené des vies d'une telle renommée, importance et résilience. Elle était, à tous égards, l'une des femmes les plus extraordinaires du Moyen-Âge. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la réalisation de toutes ces vidéos. Un remerciement spécial à Stéphanie Hassan, Teresa Lux et John Seitz. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.